dans l'Utah, une petite communauté nichée au cœur des montagnes, non loin de Park City. Un décor paisible, presque irréel, où les grandes propriétés côtoient les pâturages et où la vie semble s'écouler loin du tumulte des grandes villes américaines. C'est ici que vivent Eric et Kouri Richings avec leurs 3 jeunes garçons. En apparence, ils ont tout de la famille américaine parfaite. Une belle maison, des enfants, des entreprises, de l'argent, une vie confortable. Mais dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, cette image parfaite va voler en éclats. À 3h22 du matin, un appel parvient au service d'urgence. À l'autre bout du téléphone, une femme est en panique. Son mari ne respire plus. Eric Richins, 39 ans, vient d'être retrouvé inconscient dans leur chambre. Dans un premier temps, rien ne laisse penser à un meurtre. Aucune blessure apparente, aucun signe évident de violence. Tout pourrait laisser croire à une mort naturelle. Mais quelques semaines plus tard, les résultats de l'autopsie vont révéler quelque chose d'inimaginable. Eric Richins n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il est mort d'une intoxication massive au fentanyl. Et derrière cette mort se cache bientôt une histoire de dette, d'assurance-vie, de mensonges et d'une femme qui, pendant des mois, va continuer à raconter une toute autre version des événements. Ce 4 mars 2022, le téléphone des services d'urgence du comté de Summit sonne. À l'autre bout de la ligne se trouve Kouri Richins. Elle vient de découvrir son mari, Eric, inconscient dans leur chambre. Selon son récit, elle venait de se réveiller et avait retrouvé Eric au pied du lit. Il ne respirait plus et son corps était froid. Quelques instants plus tard, les secours arrivent sur place. What's your first name? He was fine. What time did you see him? Dans la maison, l'atmosphère est irréelle. Les secouristes se précipitent auprès d'Eric et commencent immédiatement les manœuvres de réanimation. Mais rien n'y fait. Les secours constatent qu'Eric est en asystolie pendant leur intervention et à 3h58 du matin, son décès est officiellement constaté sur place. Il n'a que 39 ans. Et à ce moment précis, rien ne permet encore de dire qu'il s'agit d'un meurtre. Kouri, elle, explique aux enquêteurs ce qui s'est passé au cours de la soirée. Elle raconte que le couple célébrait une réussite professionnelle. Elle venait notamment de finaliser la vente d'un bien immobilier et pour marquer l'occasion, elle aurait préparé 2 cocktails, des Moscow Mule, de la vodka, de la bière de gingembre et du citron vert. Elle affirme avoir bu son verre avec Eric dans leur chambre. Puis, selon son récit, elle aurait quitté la chambre pour aller s'occuper de l'un de leurs fils qui faisait un cauchemar. Elle serait finalement restée dormir auprès de lui. Quelques heures plus tard, elle affirme être retournée dans la chambre principale. Et c'est là qu'elle aurait découvert Eric au sol. Les premières constatations ne révèlent aucune blessure évidente. Pas de traces apparentes de lutte. Pas de sang, pas d'armes. Rien, à première vue, qui ressemble à une scène de meurtre classique. Eric est donc transporté pour permettre aux autorités médico-légales de déterminer la cause exacte de son décès. Pour les enquêteurs, une question reste alors sans réponse. Comment un homme de seulement 39 ans, décrit comme actif et en bonne condition physique, a-t-il pu mourir aussi brutalement pendant son sommeil? À cet instant, personne ne connaît encore la réponse. Dans les jours qui suivent la mort d'Eric Richins, la petite communauté de Francis est sous le choc. Eric n'était pas seulement un entrepreneur, c'était un père de 3 jeunes garçons, un homme actif, passionné par les activités de plein air et très impliqué dans sa famille. Avec Kouri, il semblait former une famille américaine prospère. Une belle maison, des enfants, des entreprises, une vie confortable. Mais lorsque les enquêteurs commencent à interroger les proches d'Eric, une autre histoire apparaît peu à peu. Car derrière cette image parfaite, le couple connaissait depuis plusieurs mois d'importantes tensions. Et le principal sujet de conflit semblait être l'argent. Kouri travaillait dans l'immobilier. Elle achetait des propriétés, les rénovait, puis tentait de les revendre avec un bénéfice. Sur le papier, le système pouvait être très rentable. Mais selon les éléments qui seront révélés au cours de l'enquête, les activités de Kouri connaissaient également des difficultés financières importantes. Eric aurait découvert que son épouse avait contracté certains engagements financiers
sans qu'il en ait pleinement connaissance. Des dettes s'accumulaient, des projets immobiliers coûtaient de plus en plus cher, et certaines opérations financières auraient été effectuées à son insu. Pour Eric, la situation devenait suffisamment préoccupante pour qu'il commence à prendre des mesures afin de protéger ses biens et surtout l'avenir de ses 3 enfants. Mais l'argent n'était pas le seul problème. Quelques semaines avant sa mort, Eric aurait confié à plusieurs proches qu'il avait peur de sa propre femme. Et une histoire en particulier allait devenir capitale dans l'enquête. Nous sommes le 14 février 2022, la Saint-Valentin. Ce jour-là, Khoury apporte un sandwich à Eric. Il en mange seulement une partie. Puis son état se dégrade brutalement. Eric présente des symptômes sévères et finit par perdre connaissance. Il est tellement mal qu'il utilise un épipène avant de prendre du Benadryl. Il survivra à cet épisode. Mais quelque chose le préoccupe. Eric souffre déjà d'allergies et selon les témoignages recueillis après sa mort, il commence à soupçonner que ce qui vient de lui arriver n'est peut-être pas un simple accident. Il confie alors à un proche une phrase glaçante. Il pense que sa femme a essayé de l'empoisonner. À ce moment-là, pourtant, aucune preuve ne permet d'accuser Khoury. Eric est vivant. L'épisode peut encore être expliqué par une réaction allergique, et Khoury continue de vivre auprès de son mari et de leurs 3 enfants. Mais moins de 3 semaines plus tard, Eric est mort. Et lorsque les analyses toxicologiques vont révéler la présence d'une quantité mortelle de fentanyl dans son organisme, les enquêteurs vont forcément repenser à cette journée de la Saint-Valentin. Car soudain, ce qui ressemblait à un mystérieux accident prend une toute autre signification. Et une question devient impossible à éviter. Eric avait-il raison d'avoir peur? Il faut plusieurs semaines pour que les analyses toxicologiques soient terminées. Puis enfin, le rapport arrive. Et lorsqu'il tombe entre les mains des enquêteurs du comté de Summit, l'affaire change complètement de dimension. Eric Richans n'est pas mort d'une cause naturelle. Il n'a pas succombé à une crise cardiaque. Il est mort d'une intoxication aiguë au fentanyl. Et la concentration retrouvée dans son organisme est particulièrement élevée, environ 5 fois supérieure à une concentration considérée comme létale. Mais un autre élément est encore plus important. Les analyses indiquent que le fentanyl a été ingéré par voie orale. Il ne s'agit donc pas d'une injection. Aucune trace de piqûre n'est retrouvée, permettant d'expliquer la présence de la drogue dans son organisme. Pour les enquêteurs, une nouvelle question apparaît immédiatement. Comment Eric a-t-il pu absorber une quantité aussi importante de fentanyl? Et surtout, qui lui a fourni cette drogue? La mort qui pouvait encore être considérée comme mystérieuse devient désormais une mort suspecte. Les soupçons se concentrent rapidement sur Khoury. Elle était avec Eric le soir de sa mort. Elle lui avait préparé le fameux Moscow Mule. Et quelques semaines auparavant, Eric avait déjà déclaré à des proches qu'il pensait que sa femme avait tenté de l'empoisonner. Mais les enquêteurs doivent encore établir un lien concret entre Khoury et le fentanyl. Et pendant qu'ils cherchent ce lien, ils découvrent que les tensions financières au sein du couple étaient bien plus profondes qu'ils ne l'imaginaient. Eric avait commencé à prendre des mesures pour protéger ses biens et l'avenir de ses 3 enfants. Selon les éléments de l'enquête, il avait notamment mis en place un trust et confié à sa sœur Christy Richins un rôle important dans la gestion de certains de ses actifs et dans la protection du patrimoine destiné à ses enfants. Il avait également pris des dispositions concernant ses assurances-vie. Pour les enquêteurs, ces éléments donnent une nouvelle dimension au conflit qui opposait le couple. Car si Eric venait à mourir, la question de l'argent devenait inévitable. Mais cela ne constitue évidemment pas, à lui seul, une preuve de meurtre. Les enquêteurs doivent trouver quelque chose de beaucoup plus concret, la source du fentanyl. Et c'est là que l'enquête va commencer à prendre une direction inattendue. Pendant les premières semaines de l'enquête, les policiers doivent envisager toutes les possibilités. Une overdose accidentelle, une consommation secrète, une pilule contrefaite. Eric aurait-il pu se procurer du fentanyl sans que sa famille ne le sache? Les enquêteurs passent alors au crible son passé, son dossier médical, ses médicaments, ses habitudes, ses finances, ses communications.
Mais rien ne permet de dresser le portrait d'un homme consommateur de drogue. Au contraire. Les proches d'Eric le décrivent comme un homme actif, soucieux de sa santé et très impliqué dans sa vie familiale et professionnelle. La possibilité d'une consommation habituelle de fentanyl paraît donc difficile à concilier avec ce que les enquêteurs découvrent de sa vie. Et surtout, la quantité retrouvée dans son organisme rend l'hypothèse d'une simple prise accidentelle particulièrement troublante. Les policiers reviennent alors à une question essentielle. Qui avait accès au fentanyl? Au fil de l'enquête, ils découvrent que la réponse se trouve peut-être beaucoup plus près de Khoury qu'ils ne l'imaginaient. Une femme du nom de Carmen Laubert entre alors dans leur viseur. Laubert est liée au couple dans le cadre de travaux et de services effectués autour de leur propriété. Au cours de leurs investigations, les policiers apprennent qu'elle avait accès à des pilules de fentanyl. Et surtout, elle va finir par raconter aux enquêteurs qu'elle en avait fourni à Khoury. Selon son témoignage, Khoury lui aurait demandé de l'aider à se procurer des pilules. À partir de ce moment-là, l'enquête dispose enfin d'un possible chemin entre Khoury et la drogue retrouvée dans le corps d'Eric. Mais un autre événement va attirer l'attention du public. Car pendant que les enquêteurs continuent leurs investigations, Khoury Richens ne disparaît pas de la vie publique. Au contraire, elle se montre, elle parle d'Eric, et elle raconte publiquement son histoire de veuve et de mère de 3 enfants confrontée à un deuil brutal. En mars 2023, environ 1 an après la mort d'Eric, elle publie un livre destiné aux enfants. Son titre, Are You With Me? Un ouvrage consacré au deuil d'un parent et à la manière dont les enfants peuvent continuer à se sentir proches de celui qu'ils ont perdu. Khoury affirme avoir écrit ce livre pour aider ses 3 fils à traverser la mort de leur père. Elle accorde également des interviews pour parler du livre, du décès d'Eric et de sa vie depuis cette disparition. Pour certains proches d'Eric, ces apparitions médiatiques sont extrêmement difficiles à supporter. Mais pour les enquêteurs, le plus important se trouve ailleurs. Car pendant que Khoury raconte publiquement son histoire, les policiers continuent d'examiner discrètement ses communications. Et ils commencent à découvrir que certains échanges pourraient être beaucoup plus compromettants qu'ils ne l'avaient imaginé. Des messages, des conversations, des recherches, des traces numériques, des éléments que personne ne peut simplement effacer en appuyant sur un bouton. Peu à peu, le puzzle commence à prendre forme. Et au centre de ce puzzle apparaît une question terrifiante. Khoury avait-elle déjà préparé la mort d'Eric avant cette nuit du 4 mars 2022? La réponse va conduire les enquêteurs bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient. Et cette fois, ils vont découvrir une trace qui pourrait relier Khoury non seulement au fentanyl, mais également à une première tentative présumée contre son propre mari. À mesure que l'enquête avance, les policiers comprennent qu'ils ne trouveront peut-être jamais une preuve unique capable de tout expliquer. Ils vont devoir reconstituer l'histoire morceau par morceau. Et l'un des éléments les plus importants va provenir des appareils électroniques de Khoury. Les enquêteurs commencent à examiner ses téléphones, ses communications et son activité numérique. Des données supprimées peuvent parfois laisser des traces, des messages effacés, des recherches, des conversations dont les protagonistes pensaient qu'elles avaient disparu. Et certaines de ces traces vont attirer l'attention des enquêteurs. Dans les mois qui précèdent la mort d'Eric, Khoury aurait effectué plusieurs recherches liées au fentanyl et à ses effets. Pour les enquêteurs, le moment où ces recherches apparaissent est particulièrement troublant, car elles ne surviennent pas après la mort d'Eric. Elles apparaissent avant, et plus les policiers remontent dans le temps, plus les coïncidences deviennent difficiles à ignorer. Mais ce ne sont pas seulement les recherches Internet qui intéressent les enquêteurs. Ils s'intéressent également aux personnes avec lesquelles Khoury communiquait. Et parmi elles apparaît un nom, Carmen Laubert, une femme qui connaissait Khoury et qui avait travaillé pour elle dans le cadre de ses activités immobilières. Lorsque les policiers commencent à examiner leurs relations, ils découvrent que Laubert avait accès à des pilules de fentanyl. Et selon les éléments qui seront présentés par l'accusation, Khoury lui aurait demandé de l'aider à s'en procurer. Laubert finira par reconnaître avoir fourni du fentanyl à Khoury.
Pour les enquêteurs, cette information est capitale, car jusqu'à présent, ils savaient qu'Eric était mort d'une quantité massive de fentanyl. Ils savaient également que Khoury était présente auprès de lui avant sa mort, mais il leur manquait un élément essentiel, le chemin qui permettait de relier Khoury à la drogue. Désormais, ce chemin commence à apparaître, et il mène directement vers une femme que Khoury connaissait. Mais une autre question demeure. Pourquoi? Pour comprendre le mobile, les enquêteurs doivent maintenant s'intéresser à quelque chose que Khoury aurait préféré garder dans l'ombre. Ses finances. À mesure que les enquêteurs remontent la piste, une chose devient de plus en plus évidente. Pour comprendre ce qui aurait pu pousser Khoury à tuer son mari, il faut comprendre sa situation financière. Car derrière l'image de la femme d'affaires ambitieuse se cache une réalité beaucoup plus compliquée. Khoury investit dans l'immobilier. Elle achète des maisons, elle les rénove, elle tente ensuite de les revendre. Mais ce type d'activité nécessite énormément d'argent. Et au fil du temps, les dettes et les engagements financiers s'accumulent. Selon les éléments présentés au cours de l'affaire, Khoury aurait contracté différents prêts et utilisé de l'argent auquel Eric n'avait pas toujours connaissance qu'elle avait accès. Certaines opérations financières auraient été réalisées sans son accord. Eric commence alors à comprendre que la situation est beaucoup plus grave qu'il ne le pensait. Et surtout, il commence à prendre des mesures pour protéger ce qu'il possède. Il consulte des professionnels du droit. Il met en place des dispositions destinées à protéger son patrimoine. Et il organise également la gestion de certains biens au bénéfice de ses 3 garçons. Pour Khoury, cette évolution peut représenter un problème considérable, car si Eric verrouille progressivement son patrimoine, l'accès de Khoury à cet argent risque de devenir beaucoup plus limité. Mais il existe un autre élément, les assurances-vie. Eric dispose de plusieurs contrats d'assurance qui pourraient représenter des sommes importantes en cas de décès. Pour les procureurs, ces contrats vont devenir l'un des éléments permettant d'établir le mobile financier qu'ils présenteront au jury. Car si Eric meurt, Khoury pourrait potentiellement bénéficier d'une partie importante de cet argent. Mais pour l'accusation, l'argent n'est pas la seule motivation. Eric est également en train de protéger ses biens contre les problèmes financiers de son épouse. Et si leur mariage venait à se terminer, les conséquences pour Khoury pourraient être considérables. Ses difficultés financières pourraient être exposées. Ses opérations pourraient être découvertes. Et Eric pourrait reprendre le contrôle de son propre patrimoine. Quelques semaines seulement avant sa mort, Eric prend donc des mesures pour protéger son avenir et celui de ses enfants. Puis, il meurt, empoisonné au fentanyl. Pour les enquêteurs, le rapprochement est glaçant. Mais il faut encore prouver que tout cela n'est pas une succession de coïncidences. Il faut établir que Khoury avait réellement accès au fentanyl, qu'elle avait une raison de vouloir éliminer son mari, et surtout qu'elle avait préparé quelque chose avant cette nuit du 4 mars. C'est à ce moment que les enquêteurs vont commencer à s'intéresser de beaucoup plus près à ces communications. Et ce qu'ils vont découvrir va donner une nouvelle dimension à l'affaire. Au début de l'année 2023, l'enquête contre Khoury Richins s'accélère. Pendant des mois, les policiers ont accumulé des éléments. Le fentanyl, les difficultés financières, le précédent épisode du sandwich de la Saint-Valentin, les assurances-vie, les communications, et surtout la piste qui mène jusqu'à Carmen Laubert. Cette dernière devient l'un des témoins les plus importants du dossier. Laubert reconnaît avoir obtenu du fentanyl pour Khoury à plusieurs reprises. Selon son témoignage, Khoury lui aurait demandé de se procurer des pilules pour un tiers, en évoquant notamment une personne souffrant de douleurs au dos. Mais au fil des demandes, quelque chose devient de plus en plus inquiétant. Khoury ne cherche pas simplement des médicaments ordinaires, elle veut du fentanyl. Et selon les documents de l'affaire, Carmen Laubert lui fournit plusieurs lots de pilules au cours des semaines précédant la mort d'Eric. 2 de ces lots auraient notamment contenu entre 15 et 30 pilules chacun, pour environ 900 $ le lot. Puis arrive le 14 février 2022. La Saint-Valentin. Eric mange un sandwich préparé par sa femme. Après quelques bouchées, son état se dégrade brutalement. Il souffre de symptômes sévères
et finit par perdre connaissance. Il survit. À ce moment-là, personne ne sait encore exactement ce qui s'est passé. Mais pour les procureurs, cet épisode représente la première tentative d'empoisonnement. Et lorsque Khoury aurait ensuite demandé une nouvelle quantité de fentanyl, plus forte, la chronologie devient particulièrement troublante. Quelques jours plus tard, Eric est mort. Cette fois, il ne survivra pas. Il est retrouvé inconscient dans leur chambre. Son organisme contient une quantité massive de fentanyl. Et l'une des femmes qui aurait fourni cette drogue raconte aux enquêteurs comment elle l'aurait obtenue pour Khoury. Le lien que les policiers cherchaient depuis des mois commence enfin à apparaître. Le 8 mai 2023, l'enquête bascule officiellement. Khoury Richens est arrêtée. La femme qui, quelques mois auparavant, apparaissait publiquement comme une veuve endeuillée est désormais accusée du meurtre de son mari. Les autorités lui reprochent d'avoir empoisonné Eric avec une dose mortelle de fentanyl. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Les procureurs affirment également qu'elle aurait tenté de l'empoisonner quelques semaines auparavant, le jour de la Saint-Valentin. Khoury est initialement poursuivi pour plusieurs infractions, dont le meurtre aggravé et des infractions liées aux stupéfiants. Au fil de la procédure judiciaire, les chefs d'accusation vont évoluer. Une accusation de tentative de meurtre aggravé sera notamment ajoutée en lien avec l'épisode du sandwich. Puis, à l'approche du procès, le dossier sera recentré autour de 5 chefs principaux. Meurtre aggravé, tentative de meurtre aggravé, 2 chefs de fraude à l'assurance et faux. Pour l'accusation, le mobile est avant tout financier. Mais Khoury nie avoir tué son mari. Elle plaide non coupable, et son équipe de défense va passer les années suivantes à contester les accusations portées contre elle. L'affaire va finalement prendre le chemin du procès. Et ce procès va révéler des éléments que personne n'avait encore entendus publiquement. Le procès de Khoury Richens s'ouvre en février 2026 devant la 3e cour de district de l'Utah. Pendant près de 3 semaines, les jurés vont entendre plus de 40 témoins appelés par l'accusation. Les procureurs présentent progressivement leurs théories. Les procureurs tentent de démontrer au jury qu'il ne s'agit pas d'une succession de coïncidences. Mais l'un des éléments les plus troublants du procès, il s'agit d'une lettre découverte en détention. Elle porte un titre étrange, « Walk the Dog ». Le document est présenté par l'accusation comme une sorte de scénario destiné à orienter le témoignage de certains proches et à faire croire qu'Eric aurait eu un problème de drogue et se serait procuré du fentanyl lui-même. La défense conteste cette interprétation et soutient notamment que le document pouvait être lié à un projet d'écriture. Mais pour les procureurs, cette lettre constitue un élément particulièrement accablant, car elle a été écrite après l'arrestation de Khoury. Et elle montre, selon eux, qu'elle cherchait encore à contrôler le récit autour de la mort d'Eric. Le 16 mars 2026, après environ 3 heures de délibération, est déclaré coupable de meurtre aggravé, coupable de tentative de meurtre aggravé, coupable de 2 chefs de fraude à l'assurance, coupable de faux. Le 13 mai 2026, Khoury Richens retourne devant le tribunal. Cette date possède une étrange résonance. Ce jour-là, Eric aurait dû avoir 44 ans, mais il n'aura jamais atteint cet âge. Mais le juge Richard Mrazek ne lui accorde aucune clémence. Il estime que les faits pour lesquels elle a été reconnue coupable justifient la peine maximale. Puis tombe la sentence. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Richens passera donc le reste de sa vie derrière les barreaux pour le meurtre d'Eric. Elle continue pourtant de clamer son innocence et annonce son intention de faire appel. Aujourd'hui, le verdict a été rendu. La peine aussi. Mais pour 3 enfants, aucune décision de justice ne pourra jamais réparer ce qui a été perdu. Leur père ne reviendra pas, et leur enfance restera à jamais marquée par une histoire qui avait commencé derrière les murs d'une maison familiale et qui s'est terminée par une condamnation à perpétuité.